Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la quatrième et ultime partie de cette formation gratuite dans laquelle nous allons parler des dernières étapes dans la réalisation d'un portrait à l'huile. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, c'est très certainement parce que vous avez déjà visionné les précédents épisodes de cette formation. Et si ça n'est pas le cas, je vous invite très chaleureusement à le faire, j'ai rassemblé toutes ces vidéos dans une playlist dont le lien s'affiche juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications, c'est très important, et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, tout simplement. Même chose concernant les pouces en l'air, les commentaires, ce sont ces petits gestes qui font la différence, et qui permettent à ce projet d'évoluer. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais aussi à vous remercier, vous qui avez visionné les vidéos de cette formation, et qui faites vivre et grandir cette chaîne. J'ai reçu énormément de retours, ça me fait toujours super plaisir de les lire, et ça me touche beaucoup de voir que ce contenu vous sert, vous plaît, et vous aide à évoluer dans votre pratique. C'est pour ça que je fais ces vidéos, et c'est très gratifiant de se sentir utile, donc merci à vous encore, merci mille fois. J'en profite également pour dire à celles et ceux qui ne se le seraient pas encore procuré que le PDF gratuit qui va de pair avec cette formation est encore disponible, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste ici, dans la description. Vous trouverez un guide pratique complet, un support technique fait sur mesure pour vous accompagner dans chaque étape de création, plus de 10 pages disponibles en un seul clic, c'est cadeau, vous le savez. Ceci étant dit, attaquons. Comme pour la précédente couche, je vous conseille, même si ça n'est pas absolument indispensable, de passer très soigneusement une petite quantité de vernis à retoucher à l'aide d'une brosse très souple, et vraiment, n'en mettez pas trop d'un seul coup. Et si j'insiste sur ce point, je vais être tout à fait transparent avec vous, c'est parce que j'ai bien failli détruire tout mon travail en mettant trop de vernis à retoucher d'un coup. Non, qu'est-ce que j'ai fait? En effet, j'étais trop concentré sur ce que j'étais en train de filmer d'une main pour me rendre compte que j'avais, dans l'autre main, un pinceau beaucoup trop chargé en vernis à retoucher. Et là... patatras, j'ai endommagé certaines parties de mon portrait. Pas cool, mais ce sont des choses qui arrivent. En effet, le vernis contient du solvant. En mettre trop d'un coup, ou l'étaler trop brutalement sur une couche pas assez cicativée, peut donc décoller certaines parties très fines de la couche picturale. Lorsque l'on se rend compte que l'on est en train de saccager son travail, il faut agir avec méthode et ne surtout pas céder à la panique. J'ai immédiatement épongé le surplus de vernis avec du papier absorbant, j'ai laissé sécher et j'ai observé minutieusement toutes les zones qui avaient été détériorées. Ensuite, j'ai préparé un médium comparable à celui que j'avais utilisé pour peindre la couche précédente, j'ai organisé ma palette et j'ai patiemment retouché toutes les zones qui avaient été endommagées. C'est un travail de patience, il s'agit de refaire ces mélanges de couleurs, puis de revenir sur chaque zone en essayant de retrouver les bonnes nuances. Au final, plus de peur que de mal, les dégâts étaient minimes, et pris à temps, j'ai réussi à restaurer mon tableau correctement et assez rapidement. Mais retenez donc qu'il faut être attentif et précautionneux avec le vernis à retoucher, appliquez-le en toute petite quantité sur une couche bien sèche, le plus délicatement du monde, et tout se passera bien. Ceci étant dit, parlons maintenant de notre médium à peindre. Vous vous souvenez évidemment de la règle du gras sur maigre. Pour la respecter, il faut faire évoluer la composition de son médium à peindre d'une couche à l'autre, afin qu'il soit toujours plus gras. Ici, je mélange donc 2 parts de ce médium pour glacis flamand, la partie grasse donc, avec une part d'essence de térébenthine, la partie maigre. De cette façon, mon médium est plus riche que celui employé pour la couche précédente, et le tour est joué. Ce dernier épisode, vous l'aurez compris, est consacré aux dernières touches que je compte apporter à mon portrait. Alors que les précédents épisodes revenaient sur les grands principes et traitaient des notions les plus importantes dans la construction d'une peinture, la structure, la valeur, la teinte et la saturation d'une couleur. Il s'agira ici, pour cette dernière étape, d'un travail dans le détail, subtil, et faisant davantage appel à la créativité, la sensibilité et la volonté propre du peintre qu'à une réelle étape de construction. Je compte donc vous présenter cela en abordant différents aspects qui me semblent essentiels, et en premier lieu, je vais vous parler d'une technique centrale en peinture à l'huile, et particulièrement lors de la réalisation d'une dernière couche, vous la voyez venir, le glacis. Ah, le glacis, technique reine de la peinture à l'huile inventée par les maîtres flamands, Van Eyck. Mais qu'est-ce que c'est un glacis, Jamy? Eh bien, pour faire simple, peindre en glacis revient à superposer une ou plusieurs couches transparentes sur une couche déjà sèche. Ainsi, la couche de glacis agit comme un filtre, laissant passer la lumière à travers elle, ce qui offre un résultat particulièrement profond. Et pour bien comprendre en quoi une couleur obtenue de cette manière, à l'aide d'un glacis donc, diffère d'une couleur obtenue par le mélange de différents pigments, une petite explication s'impose. L'on sait qu'en mélangeant du bleu et du jaune, l'on obtient du vert. Vert que l'on peut poser en une seule couche, comme je le fais ici. Eh bien, en posant un glacis de jaune par-dessus une couche bleue déjà sèche, l'on obtiendra un effet qui donnera également du vert. Mais les deux méthodes ne fonctionnent pas du tout de la même façon et ne donnent donc pas le même résultat.
En très résumé, notre vert obtenu par le mélange de jaune et de bleu donne une couche où tous les minuscules pigments bleus et jaunes s'entremêlent, trahissant notre œil. Grosso modo, je simplifie, une partie de la lumière arrivant sur cette couche va ricocher à l'intérieur du mélange d'un petit pigment à l'autre et être réfléchie vers notre œil, qui percevra donc directement la résultante du mélange, du vert. Une autre partie de la lumière, quant à elle, ne ricochera pas à l'intérieur du mélange sur tous ces pigments, mais sera directement réfléchie à partir de pigments isolés à la surface du mélange. De cette façon, certains pigments bleus et certains pigments jaunes seront donc réfléchis isolément, et toutes ces micro-informations, ces mini-réflexions jaunes et bleues, seront automatiquement traduites par notre cerveau et perçues comme du vert. Magique. Pour le glacis, c'est différent. Une partie de la lumière va traverser la couche de glacis, réfléchir le bleu du dessous et ensuite repasser à travers la couche transparente jaune, qui va donc influencer le rayon lumineux, qui nous apparaîtra comme du vert. La couche de glacis agit dès lors comme un filtre optique, et donne l'impression que la lumière vient du dessous, ce qui apporte cette sensation de relief à la couleur. En plus de cela, une autre partie de la lumière ne passera pas à travers cette couche de glacis, mais réfléchira directement les pigments jaunes se trouvant à la surface. Ce phénomène ajoutera un effet supplémentaire à notre perception, un reflet jaune, subtil, qui renforcera l'impression de profondeur de la couleur. Ainsi, et c'est ce qui rend la chose particulièrement passionnante, un glacis de jaune sur bleu ou un glacis du même bleu sur du jaune ne donnera pas du tout la même chose. Je vous montre ce que cela donne dans l'autre sens donc, en posant un glacis de bleu sur un fond jaune. L'on observe assez clairement la différence entre l'effet obtenu ici et celui obtenu avec le glacis de jaune sur bleu. Je vous montre un exemple concret sur ma peinture. Je vais donc, pour l'exemple, recouvrir le fond de ma peinture d'un glacis uniforme. Ce magnifique vert émeraude fera très bien l'affaire. Vous voyez que je dilue ma pâte avec du médium à peindre afin d'étirer ma peinture, de réduire la concentration des pigments, sans pour autant noyer ma couleur. Le but ici est d'obtenir un rendu ni trop opaque, ni totalement transparent. D'ailleurs, tous les pigments ne sont pas égaux en termes de transparence et d'opacité. Ces petits pictogrammes présents sur les tubes de peinture indiquent le degré d'opacité de la couleur. J'en parle dans le PDF gratuit d'ailleurs. Le vert émeraude que j'utilise pour notre exemple présente un petit carré vide, ce qui signifie que ma couleur est transparente, très peu opaque et se prête donc parfaitement à la technique du glacis. Au contraire, certaines couleurs, comme cet ocre jaune, présentent un carré plein, nous signifiant que la couleur est opaque, et donc moins indiquée pour le travail du glacis tout en transparence. Aussi, à l'image de cette terre verte, certains tubes présentent un carré à moitié plein. Cela nous apprend qu'il s'agit d'un pigment semi-opaque, à mi-chemin donc entre la couleur opaque et transparente. Les couleurs transparentes sont évidemment les plus indiquées lorsque l'on souhaite réaliser un glacis, viennent ensuite les couleurs semi-transparentes, semi-opaques et enfin les couleurs opaques, moins adaptées à cette technique. Malgré tout, il reste possible de réaliser un semblant de glacis à l'aide d'une couleur opaque suffisamment diluée. L'on parle dans ce cas-là de vélature plus que de glacis pour être tout à fait exact. Cela aura tendance à donner un effet voilé plutôt qu'un réel brillant laqué, mais pourquoi pas, tout dépend de ce que l'on cherche. Alors c'est parti! Je commence à appliquer mon vert émeraude en glacis. Dans un premier temps, j'observe le comportement de ma peinture en l'étalant soigneusement à l'aide d'une brosse en poil de martre plus douce qu'une soie de porc. L'on voit bien que la peinture que j'applique est translucide et que la couche inférieure ressort par effet de transparence. Les zones les plus claires de mon fond resteront les plus claires, et même chose pour les zones plus foncées. Le glacis permet donc d'obtenir une couleur, mais plus que ça, un effet impossible à obtenir en une seule couche, une sensation de profondeur, de couleur en relief, un rendu tridimensionnel particulièrement subtil, propre à la peinture à l'huile. Vous le voyez ici, il est possible de rectifier un glacis en retirant de la matière à l'aide d'un chiffon propre, ou de papier absorbant. C'est assez pratique car cela permet, si besoin, de réajuster une teinte, un degré d'opacité ou de transparence sans prendre trop de risques, puisque dans le pire des cas, on peut toujours revenir en arrière. Vous verrez d'ailleurs que je ne garderai pas ce glacis émeraude, que je trouve trop chromatique et qui déforce mon portrait. Pour que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte de l'effet transparent de mon glacis, et donc de l'influence que ma couche inférieure exerce sur ce que vous voyez, je vais appliquer sur une feuille blanche le même glacis de vert émeraude, dilué à l'identique et posé avec la même brosse. L'on se rend tout de suite compte de la différence entre le glacis de gauche, très lumineux puisque posé sur un fond blanc, et celui de droite, plus sombre et profond. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de la différence de valeur évidente qui existe entre les deux, l'on observe aussi une variation au niveau de la teinte. Le glacis de droite, posé sur un fond verdâtre, hérite naturellement d'une teinte plus jaune que le glacis de gauche.
Bref, si les mélanges de couleurs offrent déjà un nombre de possibilités presque infini, les glacis apportent une dimension supplémentaire et élargissent considérablement le champ des possibles. Attaquons maintenant le portrait à proprement parler. Vous voyez que je commence par m'intéresser aux zones les plus sombres, et je vais en profiter pour vous expliquer quel usage je fais des glacis à ce stade, car en effet, il y a différentes façons d'utiliser les glacis. Je vous en avais touché un mot lors de la précédente vidéo, une façon de procéder consiste à peindre un sujet en grisaille, comme je l'ai fait pour ce portrait, puis de recouvrir la grisaille à l'aide de glacis colorés successifs. Cette manière de faire a l'avantage d'être beaucoup moins gourmande en pigments, puisque le procédé même du glacis revient à diluer une quantité réduite de pigments dans du liant. Cette méthode était donc particulièrement appréciée des peintres qui, autrefois, devant respecter certains budgets, désiraient tout de même avoir accès à certains pigments très onéreux, souvenez-vous du bleu outre-mer plus cher que l'or. La technique du glacis leur permettait alors de ne travailler la couleur qu'avec une toute petite quantité de matière première. Une autre manière d'employer la technique du glacis consiste à recouvrir l'ensemble de la peinture d'un glacis uniforme, monochromatique. C'est ce que l'on appelle un glacis général, qui va donc servir à unifier et harmoniser l'ensemble des couleurs du tableau, un peu comme un filtre que l'on ajouterait sur une photo. Les utilisateurs d'Instagram savent très bien de quoi je parle, d'ailleurs, je suis sur Instagram, donc suivez-moi. Allez, hop, on y va. C'est parti! Par exemple, un glacis de bleu étendu sur toute une toile aura tendance à apporter un aspect plus froid, alors qu'un glacis orangé aura tendance à réchauffer l'atmosphère générale. Cette façon de procéder est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit d'unifier un fond, ou de travailler la perspective atmosphérique d'un paysage. Cela peut également permettre d'isoler un sujet en appliquant un glacis général sur ce qui l'entoure. Mais cette méthode ne m'intéresse pas du tout pour ce portrait, car elle déforcerait mon travail de la couleur en tout point. Pour ce portrait, j'ai procédé différemment, vous le savez puisque c'est tout le sujet de la précédente vidéo de cette formation, dans laquelle je vous expliquais mon choix de recouvrir la grisaille à l'aide de peinture opaque. Cela dit, rien n'empêche d'utiliser des glacis par-dessus cette couche opaque, afin de modifier certaines teintes, certains effets, apporter de la profondeur, de la texture, et aller parfois plus loin dans le détail et le travail de la couleur. Et c'est précisément ce que je fais ici. En effet, le gros du travail de la couleur a déjà été fait lors de la précédente couche, et à ce stade, les glacis me serviront surtout à aller plus loin dans le détail et me permettront de revenir sur certaines ombres et lumières. On en avait parlé, les valeurs les plus basses ne permettent pas toujours, selon la teinte, d'obtenir une couleur fort saturée. Rappelez-vous le système de Munsell, l'on voit bien ici que les teintes rouges et jaunes, par exemple, ont peu de possibilités lorsque l'on regarde les valeurs les plus basses, contrairement à ce bleu qui peut aller au maximum de son potentiel chromatique, même lorsqu'il est très foncé. Eh bien, à mon sens, les glacis sont tout indiqués lorsque l'on souhaite enrichir les teintes de zones aux valeurs très basses, car ils permettent de jouer avec des couleurs fort saturées tout en transparence. Évidemment, la couleur obtenue, et plus précisément sa valeur, résultera d'une combinaison, d'une forme de moyenne, entre la valeur de la couche inférieure et celle de la couche posée en glacis. Autrement dit, si l'on applique un glacis très foncé sur une couleur tout aussi foncée, l'on conservera à peu près la valeur initiale. En utilisant une valeur moyenne en glacis sur une couleur très foncée, l'on obtiendra un résultat toujours foncé mais moins que la valeur de la couche inférieure. Enfin, si l'on utilise un glacis très clair sur une couleur foncée, la valeur obtenue sera bien plus claire qu'à l'origine. Et inversement, si l'on part d'une couleur inférieure claire, le glacis que l'on posera par-dessus, selon sa valeur, influencera le résultat. Ceci dit, l'on essaye généralement de poser des glacis d'une valeur pas trop éloignée de celle de la couche inférieure. En tout cas, poser un glacis très clair sur une zone d'ombre n'est pas spécialement du meilleur effet. Évidemment, d'autres aspects sont à prendre en compte pour comprendre les effets qui résultent de la pose d'un glacis sur une couche colorée. Les teintes aussi ont une influence sur la valeur que l'on peut obtenir. Par exemple, poser un glacis d'une couleur complémentaire à celle de la couche inférieure donnera un résultat plus sombre et moins chromatique, alors que la pose d'un glacis de teinte similaire à celle de la couche inférieure aura tendance à intensifier le résultat et à le rendre plus lumineux. Ce travail sur les valeurs est donc l'un des usages que je fais des glacis. Je renforce ou déforce certaines zones d'ombre, je modifie leur niveau de saturation ou leur teinte, j'accentue certaines lumières. Et tout cela dépend vraiment de ma volonté, et plus du tout du modèle de base dont je me suis totalement détaché, et c'est de cela dont j'aimerais vous parler maintenant. Il est assez important de toujours questionner son rapport au modèle, et dans notre cas, à la photo dont on part pour réaliser ce portrait. En effet, ma photo de départ est un moyen, et non une fin. Et cette distinction est très loin d'être anecdotique, c'est peut-être même l'un des plus précieux conseils que j'ai à vous livrer.
Je ne me contente pas ici de recopier une photo. Mon but n'est pas d'obtenir le double de ma photo de départ, auquel cas, une impression ou une photocopie couleur m'aurait largement suffi et fait gagner beaucoup de temps. Non, mon but est bien de réaliser une peinture. Et même si je souhaite obtenir un résultat assez réaliste, je n'essaye en rien de faire disparaître ce qui fait d'une peinture une peinture. J'aime laisser apparaître certains coups de pinceau, jouer avec la texture, la transparence, les couleurs. Je suis très loin de vouloir recréer une photo. Et ainsi, ma photo de départ ne constitue pas un objectif, mais bien un modèle de départ et donc un moyen de réaliser mon portrait comme je le souhaite. L'on pourrait demander à 100 artistes différents de peindre mon portrait à partir de la même photo, l'on se retrouverait avec 100 résultats différents, et heureusement. C'est pour cette raison que j'ai toujours fait en sorte de vous expliquer, pour chaque étape, en quoi la photo de départ m'était utile précisément. Pour le dessin préparatoire, c'était une question de structure. Mes lignes et mes volumes suivaient de très près le modèle de base, mais cela ne m'empêchait pas de cultiver une certaine liberté en marquant davantage l'un ou l'autre trait, un peu comme l'aurait fait un caricaturiste, on en reparlera. Ensuite, pour la grisaille, le but était de reproduire le plus fidèlement possible les valeurs initiales de la photo. C'est l'étape pour laquelle j'ai laissé le moins de place à l'invention puisqu'il s'agissait avant tout de préparer une base solide avant la mise en couleur. Cela dit, je n'ai jamais manqué de prendre des libertés lorsque cela faisait sens. Par exemple, comme je désirais faire ressortir les veines de mon front plus encore que sur la photo initiale, je me suis éloigné de mon modèle en contrastant davantage mes ombres et mes lumières dans cette zone. Toutes ces variations restaient évidemment subtiles. C'est à l'étape d'après, dans le travail de la couleur, que j'ai réellement pris des distances avec mon modèle. Je continuais de m'en inspirer tout en me sentant libre de développer mes couleurs comme je l'entendais, en étant simplement attentif à la correspondance entre les valeurs de la couche inférieure et celles de mes mélanges. Enfin, vous l'avez compris, pour cette dernière couche, je me libère complètement du modèle de base et je travaille en fonction de ce que j'observe directement de ma peinture. Par exemple, je voulais insister sur l'aspect moite et brillant de la peau, et renforcer un peu l'impression de coup de chaud au visage, en apportant un aspect plus rouge et rose à la peau à certains endroits. Tous des aspects qui n'existent pas sur la photo initiale. Ainsi, vous le voyez, je reviens avec des glacis de rouge par endroits, et je me fie à ma propre vision, à ma propre inspiration pour apporter des effets qui n'appartiennent plus au modèle. Ça n'est en rien une obligation, ne vous sentez pas obligé d'amener une part d'invention à vos portraits, mais à l'inverse, ne vous sentez pas non plus prisonnier de votre modèle qui est, je le répète, un moyen et pas une fin. Je suis très attentif ici à l'équilibre de mon tableau, à l'harmonie des couleurs. J'ajuste, au gré de mon inspiration et de mes choix esthétiques, certaines teintes, certaines valeurs aussi. J'apporte des effets de texture, vous voyez que j'ajoute quelques petites pointes très claires et transparentes afin de rendre l'aspect brillant de certains pores de la peau. J'ajoute, en fin de processus, des touches très claires sur les zones de haute lumière. C'est ce que l'on appelle des réaux. Des touches, ici un peu plus opaques, qui servent, comme leur nom l'indique, à rehausser la valeur d'une zone donnée. Je m'en sers avec parcimonie pour marquer un peu plus encore le contraste de certains éclats de lumière. Enfin, après avoir pris le temps de peaufiner mon travail en allant aussi loin que je le souhaitais dans le détail, l'ajustement de mes couleurs et la recherche d'harmonie, il est temps pour moi de réaliser l'une des choses les plus difficiles et pourtant cruciales dans la réalisation d'un tableau, l'arrêt. Il faut pouvoir s'arrêter. Parfois, il faut pouvoir ne pas s'arrêter, mais là, je vais m'arrêter. Mon portrait est donc terminé, vous voyez que je ne le signe pas, simplement parce que moi je trouve ça assez moche une signature sur une peinture, donc en ce qui me concerne, je préfère signer de l'autre côté, ça marche très bien, mais libre à vous si vous le souhaitez de signer sur votre peinture. Enfin, lorsque votre peinture sera bien sèche au toucher, il sera temps pour vous de la protéger à l'aide d'un vernis à retoucher, et pas d'un vernis définitif, attention, très important. Pour vernir définitivement un tableau, il faut être sûr que toute la peinture est bien durcie, que la cicatrisation soit complète en profondeur, c'est pourquoi l'on conseille généralement d'attendre au moins 1 an après l'achèvement d'une peinture, avant de la vernir définitivement. Entre-temps donc, pour protéger la couche picturale, la nourrir et éliminer les embus, ces zones mates qui apparaissent parfois à la surface d'une peinture, l'on peut appliquer du vernis à retoucher sur notre tableau achevé. Toujours en petite quantité, à l'aide d'une brosse bien souple, on étire délicatement le vernis sur l'ensemble de la surface le plus uniformément possible, et le tour est joué, notre peinture est protégée. Et voilà, nous y sommes, nous arrivons au bout de cette formation gratuite consacrée à la peinture à l'huile, l'occasion pour moi de vous remercier encore d'avoir visionné ces 4 vidéos, plus d'1 heure d'un contenu très dense mais qui j'espère vous permettra de faire des bonds de géant dans votre pratique, c'est tout ce que je vous souhaite. A nouveau, n'oubliez pas de télécharger le PDF disponible gratuitement dans la description, je l'ai conçu spécialement pour vous faciliter la vie, vous verrez que c'est un vrai plus de l'avoir sous la main pour démarrer la peinture à l'huile sereinement.
Pour le reste, je continuerai à produire du nouveau contenu très régulièrement sur cette chaîne, j'espère que ça vous plaira. J'ai déjà hâte de vous montrer tout ça, en attendant je vous dis à la prochaine et je vous fais des millions de bisous.